Mais avant de mourir, pourrais-je savoir qui vous êtes? On m'avait parfois reproché, mais à tort je crois, de faire des films difficiles. Je vais pour finir en faire un. À qui se fâche de ne pas comprendre toutes les allusions, ou qui même s'avoue incapable de distinguer nettement mes intentions, je répondrai seulement qu'il doit se désoler de son inculture et de sa stérilité, et non de mes façons. Il a perdu son temps à l'université où se revendent à la sauvette des petits stocks de connaissances abîmées. À considérer l'histoire de ma vie, je vois bien clairement que je ne peux pas faire ce que l'on appelle une œuvre cinématographique. Et je crois pouvoir en convaincre aisément n'importe qui, tant par le fond que par la forme de ce discours. Il me faut d'abord repousser la plus fausse des légendes, selon laquelle je serais une sorte de théoricien des révolutions. Ils ont l'air de croire à présent, les petits hommes, que j'ai pris les choses par la théorie, que je suis un constructeur de théorie, savante architecture qu'il n'y aurait plus qu'à aller habiter du moment qu'on en connaît l'adresse, et dont on pourrait même modifier un peu une ou deux bases, 10 ans plus tard et en déplaçant 3 feuilles de papier, pour atteindre à la perfection définitive de la théorie qui opérerait leur salut. Mais les théories ne sont faites que pour mourir dans la guerre du temps. Ce sont des unités plus ou moins fortes qu'il faut engager au juste moment dans le combat et, quels que soient leurs mérites ou leurs insuffisances, on ne peut assurément employer que celles qui sont là en temps utile. De même que les théories doivent être remplacées parce que leurs victoires décisives, plus encore que leurs défaites partielles, produisent leur usure. De même, aucune époque vivante n'est partie d'une théorie. C'était d'abord un jeu, un conflit, un voyage. On peut dire de la Révolution aussi ce que Jomini a dit de la guerre, qu'elle n'est point une science positive et dogmatique, mais un art soumis à quelques principes généraux, et plus que cela encore, un drame passionné. Quelles sont nos passions et où nous ont-elles menés? Les hommes, le plus souvent, sont si portés à obéir à d'impérieuses routines que, lors même qu'ils se proposent de révolutionner la vie de fond en comble, de faire table rase et de tout changer, ils ne trouvent pas pour autant anormal de suivre la filière des études qui leur sont accessibles, et puis ensuite d'occuper quelques fonctions ou de s'adonner à divers travaux rémunérés qui sont au niveau de leurs compétences ou même un peu au-delà. Voilà pourquoi ceux qui nous exposent diverses pensées sur les révolutions s'abstiennent ordinairement de nous faire savoir comment ils ont vécu. Mais moi, n'ayant pas ressemblé à tous ceux-là, je pourrais seulement dire à mon tour les dames, les cavaliers, les armes, les amours, les conversations et les audacieuses entreprises d'une époque singulière. D'autres sont capables d'orienter et de mesurer le cours de leur passé selon leur élévation dans une carrière, l'acquisition de diverses sortes de biens, ou parfois l'accumulation d'ouvrages scientifiques ou esthétiques qui répondaient à une demande sociale. Ayant ignoré toute détermination de cette sorte, je ne revois dans le passage de ce temps désordonné que les éléments qui l'ont effectivement constitué pour moi, ou bien les mots et les figures qui leur ressemblent. Ce sont des jours et des nuits, des villes et des vivants, et au fond de tout cela, une incessante guerre. J'ai passé mon temps dans quelques pays de l'Europe, et c'est au milieu du siècle, quand j'avais 19 ans, que j'ai commencé à mener une vie pleinement indépendante. Et tout de suite, je me suis trouvé comme chez moi dans la plus malfamée des compagnies. C'était à Paris,
Une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait, à présent qu'il n'en reste rien, comprendre cela, hormis ceux qui se souviennent de cette gloire? Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais? Ici fut la demeure antique du roi de Hou. L'herbe fleurit en paix sur ses ruines. Là, ce profond palais des Tsin, somptueux jadis et redouté. Tout cela est à jamais fini. Tout s'écoule à la fois, les événements et les hommes, comme ces flots incessants du Yangtze-Kiang qui vont se perdre dans la mer. Paris, alors, dans les limites de ses 20 arrondissements, ne dormait jamais tout entier et permettait à la débauche de changer 3 fois de quartier dans chaque nuit. On n'en avait pas encore chassé et dispersé les habitants. Il y restait un peuple qui avait 10 fois barricadé ses rues et mis en fuite des rois. C'était un peuple qui ne se payait pas d'image. On n'aurait pas osé, quand il vivait dans sa ville, lui faire manger ou lui faire boire ce que la chimie de substitution n'avait pas encore osé inventer. Les maisons n'étaient pas désertes dans le centre ou revendues à des spectateurs de cinéma qui sont nés ailleurs, sous d'autres poutres apparentes. La marchandise moderne n'était pas encore venue nous montrer tout ce que l'on peut faire d'une rue. Personne, à cause des urbanistes, n'était obligé d'aller dormir au loin. On n'avait pas encore vu, par la faute du gouvernement, le ciel s'obscurcir et le beau temps disparaître, et la fausse brume de la pollution couvrir en permanence la circulation mécanique des choses dans cette vallée de la désolation. Les arbres n'étaient pas morts étouffés, et les étoiles n'étaient pas éteintes par le progrès de l'aliénation. Les menteurs étaient comme toujours au pouvoir, mais le développement économique ne leur avait pas encore donné les moyens de mentir sur tous les sujets, ni de confirmer leurs mensonges en falsifiant le contenu effectif de toute la production. On aurait été aussi étonné alors de trouver imprimés ou construits dans Paris tous ces livres rédigés depuis en béton et en amiante, et tous ces bâtiments maçonnés en place-sophisme, qu'on le serait aujourd'hui si l'on voyait ressurgir un Donatello ou un Thucydide. Musil, dans L'homme sans qualité, note qu'il est des activités intellectuelles où ce ne sont pas les gros livres, mais les petits traités qui font la fierté d'un homme.
Si quelqu'un venait à découvrir, par exemple, que les pierres, dans certaines circonstances restées jusqu'alors inobservées, peuvent parler, il ne lui faudrait que peu de pages pour décrire et expliquer un phénomène aussi révolutionnaire. Je me bornerai donc à peu de mots pour annoncer que, quoi que d'autres veuillent en dire, Paris n'existe plus. La destruction de Paris n'est qu'une illustration exemplaire de la mortelle maladie qui emporte en ce moment toutes les grandes villes, et cette maladie n'est elle-même qu'un des nombreux symptômes de la décadence matérielle d'une société. Mais Paris avait plus à perdre qu'aucune autre. C'est une grande chance que d'avoir été jeune dans cette ville quand, pour la dernière fois, elle a brillé d'un feu si intense. Il y avait alors sur la rive gauche du fleuve, on ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve, ni toucher deux fois une substance périssable dans le même état, un quartier où le négatif tenait sa cour. Il est banal de remarquer que, même dans les périodes agitées par de grands changements, les esprits les plus novateurs se défont difficilement de beaucoup de conceptions antérieures devenues incohérentes, et en conservent au moins quelques-unes, parce qu'il serait impossible de repousser globalement comme fausses et sans valeur des affirmations universellement admises. Il faut pourtant ajouter, quand on connaît par la pratique ce genre d'affaires, que de telles difficultés cessent d'encombrer dès le moment où un groupe humain commence à fonder son existence réelle sur le refus délibéré de ce qui est universellement admis et sur le mépris complet de ce qui pourra en advenir. Ceux qui s'étaient assemblés là paraissaient avoir pris pour seul principe d'action, d'entrée de jeu et publiquement, le secret que le vieux de la montagne ne transmit, dit-on, qu'à son heure dernière, au plus fidèle lieutenant de ses fanatiques. Rien n'est vrai, tout est permis. Dans le présent, ils n'accordaient aucune sorte d'importance à ceux qui n'étaient pas parmi eux, et je pense qu'ils avaient raison. Et dans le passé, si quelqu'un éveillait leur sympathie, c'était Arthur Cravant, déserteur de 17 nations, ou peut-être aussi Lacenaire, bandit lettré. Il faut de tout pour faire un monde, ou pour le défaire. Amusant. Ce n'est qu'un mot, mais amusant. Très amusant. Vraiment. Dans ce site, l'extrémisme s'était proclamé indépendant de toute cause particulière et s'était superbement affranchi de tout projet. Une société déjà vacillante, mais qui l'ignorait encore parce que partout ailleurs les vieilles règles étaient encore respectées, avait laissé pour un instant le champ libre à ce qui est le plus souvent refoulé et qui pourtant a toujours existé. L'intraitable pègre, le sel de la terre, des gens bien sincèrement prêts à mettre le feu au monde pour qu'il ait plus d'éclat. Article 488. La majorité est fixée à 21 ans accomplis. À cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Une science des situations est à faire qui empruntera des éléments à la psychologie, aux statistiques, à l'urbanisme et à la morale. Ces éléments devront concourir à un but absolument nouveau, une création consciente des situations. Mais on ne parle pas de ça dans ce film. L'ordre règne et ne gouverne pas. Le démon des armes, vous vous souvenez, c'est cela. Personne ne nous suffisait. Tout de même, la grêle sur les bannières de verre, on s'en souviendra de cette planète. Article 489. Le majeur, qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit
même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Après toutes les réponses à contre-temps et la jeunesse qui se fait vieille, la nuit retombe de bien haut. Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes. Un film que je fis à ce moment, et qui évidemment suscita la colère des esthètes les plus avancés, était d'un bout à l'autre comme ce qui précède. Et ces pauvres phrases étaient prononcées sur un écran entièrement blanc, mais entouré de fort longues séquences noires où rien n'était dit. Certains sans doute voudraient croire que l'expérience a pu m'enrichir en talents ou en bonne volonté. Serait-ce donc l'expérience d'une amélioration de ce que je refusais alors? Ne me faites pas rire. Pourquoi celui qui, étant jeune, a voulu être si insupportable dans le cinéma, s'avérerait-il plus intéressant étant plus âgé? Tout ce qui a été si mauvais ne peut jamais être vraiment meilleur. On a beau dire, il a vieilli, il a changé, il est aussi resté le même. Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François? Non, mon ange. Voyez, aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garance, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne l'ont pas pardonné. Belle jeunesse, vraiment. Mais quelle prodigieuse destinée. Je n'ai pas de vanité. Je n'ai que de l'orgueil. Et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Petit voleur par nécessité, assassin par vocation, ma route est toute tracée, mon chemin est tout droit. Et je marcherai la tête haut. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans le panier, naturellement. D'ailleurs, mon père me l'a si souvent dit. Pierre-François, vous finirez sur l'échafaud. Vous avez raison, Pierre-François. Faut toujours écouter ses parents. Dans ce lieu qui fut la brève capitale de la perturbation, s'il est vrai que la population choisie comptait un certain nombre de voleurs et occasionnellement de meurtriers, l'existence de tous était principalement caractérisée par une prodigieuse inactivité. Et entre tant de crimes et délits que les autorités y dénoncèrent, c'est cela qui fut ressenti comme le plus menaçant. C'est du Hugo ou c'est de Closier? Qu'est-ce que t'en dis, l'artiste? Je dis rien. C'est un sage. Ou jamais rien. Avez-vous rêvé de ça? Avez-vous rêvé de chien? Avez-vous vu nos troubles? Là, l'explication de tous vos rêves, un volume broché avec les figures. Salut, patron. Bonjour. Lassner est pas loin avec sa fine équipe. J'étais prévenu. C'était le labyrinthe le mieux fait pour retenir les voyageurs. Ceux qui s'y arrêtèrent 2 jours n'en repartirent plus, ou du moins pas tant qu'il exista. Mais la plupart y ont vu venir d'abord la fin de leurs années peu nombreuses. Personne ne quittait ces quelques rues et ces quelques tables où le point culminant du temps avait été découvert. En somme, si je comprends bien, tout ce dont vous êtes des philosophes. Pourquoi pas? Elle est gaie, elle est jolie, elle est propre, la philosophie. Alors, monsieur Lassner, Si ça t'amuse. Tous s'admiraient d'avoir soutenu un défi si magnifiquement désastreux. Et de fait, je crois bien qu'aucun de ceux qui sont passés par là n'a jamais acquis la moindre réputation honnête dans le monde. Alors, mes carreaux. Voyons, patron. On ne peut plus s'amuser? On rouge-gorge? Bon, monsieur Lassner, ce que j'en disais. Chacun buvait quotidiennement plus de verre qu'un syndicat ne dit de mensonges pendant toute la durée d'une grève sauvage. Des bandes de policiers dont les marches soudaines étaient éclairées par un grand nombre d'indicateurs ne cessaient de lancer des incursions sous tous les prétextes, mais le plus souvent dans l'intention de saisir des drogues
et les filles qui n'avaient pas 18 ans. Comment ne me serais-je pas souvenu des charmants voyous et des filles orgueilleuses avec qui j'ai habité ces bas-fonds, lorsque, plus tard, j'ai entendu une chanson que chantent les prisonniers en Italie. Tout le temps avait passé comme nos nuits d'alors, sans renoncer à rien. C'est là que sont les petites filles qui te donnent tout. D'abord le bonsoir et puis la main. Dans la rue Filangieri, il y a une cloche. À chaque fois qu'elle sonne, c'est une condamnation. La plus belle jeunesse meurt en prison. Quoique méprisant toutes les illusions idéologiques et assez indifférent à ce qui viendrait plus tard leur donner raison, ces réprouvés n'avaient pas dédaigné d'annoncer au dehors ce qui allait suivre. Achever l'art, aller dire en pleine cathédrale que Dieu était mort, entreprendre de faire sauter la tour Eiffel, tels furent les petits scandales auxquels se livrèrent sporadiquement ceux dont la manière de vivre fut en permanence un si grand scandale. Ils s'interrogeaient aussi sur l'échec de quelques révolutions. Ils se demandaient si le prolétariat existe vraiment et, dans ce cas, ce qu'il pourrait bien être. Les uns croient qu'ils pensent à nous, d'autres qu'ils nous pensent, d'autres qu'ils d'ordre que nous sommes son rêve, son mauvais rêve. Quand je parle de ces gens, j'ai l'air peut-être d'en sourire, mais il ne faut pas le croire. J'ai bu leur vin, je leur suis fidèle. Et je ne crois pas être devenu par la suite, en quoi que ce soit, mieux que ce qu'ils étaient eux-mêmes dans ce temps-là. Considérant les grandes forces de l'habitude et de la loi qui pesaient sans cesse sur nous pour nous disperser, personne n'était sûr d'être encore là quand finirait la semaine. Et là était tout ce que nous aimerions jamais. Le temps brûlait plus fort qu'ailleurs et manquerait. On sentait trembler la terre. Bientôt nous passerons sur la terre ferme et alors nous pourrons nous voir un peu plus. Le suicide en emportait beaucoup, la boisson et le diable ont expédié les autres, comme le dit aussi une chanson. À la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d'une sombre mélancolie, qu'ont exprimé tant de mots railleurs et tristes dans le café de la jeunesse perdue. Pour parler clairement et sans parabole, nous sommes les pièces d'un jeu que joue le ciel. On s'amuse avec nous sur l'échiquier de l'être, et puis nous retournons un par un dans la boîte du néant. Que de fois dans les âges, ce drame sublime que nous créons sera joué en des langues inconnues devant des peuples qui ne sont pas encore. Qu'est-ce que l'écriture, la gardienne de l'histoire? Qu'est-ce que l'homme, l'esclave de la mort, un voyageur qui passe, l'hôte d'un seul lieu? Qu'est-ce que l'amitié, l'égalité des amis? Bernard, que prétends-tu dans le monde? Y vois-tu quelque chose qui te satisfasse? Elle fuit comme un fantôme qui, nous ayant donné quelque espèce de contentement, pendant qu'il demeurait avec nous, ne nous laisse en nous quittant que du trouble. Bernard, Bernard, disait-il, cette verte jeunesse ne durera pas toujours. Mais rien ne traduisait ce présent sans issue et sans repos, comme l'ancienne phrase qui revient intégralement sur elle-même, étant construite lettre par lettre comme un labyrinthe dont on ne peut sortir.
de sorte qu'elle accorde si parfaitement la forme et le contenu de la perdition. In girom imus nocte et consumimur igni. Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu. Une génération passe et une autre lui succède, mais la terre demeure toujours. Le soleil se lève et se couche, et il retourne d'où il était parti. Tous les fleuves entrent dans la mer, et la mer n'en regorge point. Les fleuves retournent au même lieu d'où ils étaient partis, pour couler encore. Toutes choses ont leur temps, et tout passe sous le ciel après le terme qui lui a été prescrit. Il y a tant de tuer et tant de guérir, tant d'abattre et tant de bâtir. Il y a tant de déchirer et tant de rejoindre, tant de se taire et tant de parler. Il vaut mieux voir ce que l'on désire que de souhaiter ce que l'on ignore, mais cela même est une vanité et une présomption d'esprit. Qu'est-il nécessaire à un homme de rechercher ce qui est au-dessus de lui, lui qui ignore ce qui lui est avantageux en sa vie, pendant les jours qu'il est étranger sur la terre et durant le temps qui passe comme l'ombre?